Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les grands titres de ce 20h. Sitaraï, la Société internationale de transport africain PARAI, a enregistré des résultats économiques satisfaisants selon son président du conseil d'administration. Michel Roussin, en fin de mandat, quitte Abidjan. Il a été reçu ce vendredi par le vice-président Daniel Kablan-Duncan au nom du chef de l'État. Il est allé faire ses adieux. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est arrivé à Marrakech au Maroc pour participer à la 12e édition de la World Policy Conference. C'est un espace de réflexion et de dialogue autour des grands enjeux de la gouvernance mondiale. Les questions économiques et environnementales seront évoquées. La coopération ivoiro-ghanéenne dans le secteur du cacao est dynamique. Les experts des deux pays viennent de se réunir. Leur objectif, tirer le maximum du secteur au profit des producteurs. Les experts vont réexaminer les programmes de durabilité et de certification comme souhaité par les chocolatiers. Enfin, le Premier ministre éthiopien Ahmed Abiy est le lauréat du prix Nobel de la paix 2019. Il a été désigné à Oslo, en Norvège, par le comité pour son rôle joué dans la réconciliation de son pays avec l'Érythrée. Le nouveau Nobel de la paix a décerné son prix à l'Afrique. Soyez les bienvenus sur RTI1. Michel Roussin fait ses adieux à la Côte d'Ivoire. Il est en fin de mandat à la tête du conseil d'administration de la Sitaraï, la Société internationale de transport africain PARAI. Il a été reçu aujourd'hui par le vice-président Daniel Kablan-Duncan au nom du chef de l'État Alassane Ouattara. Pour l'ancien ministre français de la coopération, Sitaraï a enregistré des résultats économiques satisfaisants et le réseau ferroviaire augure une belle percée, comme nous le rapporte Abou Sanogo. Michel Roussin, ancien ministre français de la coopération, président du conseil d'administration de la Sitaraï, la Société internationale de transport PARAI en Côte d'Ivoire, dans le cadre de sa participation au conseil d'administration, reçu par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, abordant son dernier mandat au sein du conseil d'administration de la Sitaraï. Michel Roussin est venu faire ses adieux à la Côte d'Ivoire. Cette société, j'y ai été très attaché, je me suis consacré à ce développement. J'ai aussi joué mon rôle d'accompagnement social de cette catégorie de personnel très dévoué à l'entreprise. Et donc pour moi, c'est un moment de satisfaction parce que ça a marché. Et puis, petite nostalgie de quitter ce lien avec la Côte d'Ivoire, mais je reste très attaché à la Côte d'Ivoire et je ne disparais pas du paysage. Michel Roussin est depuis 2015 président du conseil d'administration de la Sitaraï, société basée à Abidjan, opérant dans les chemins de fer en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Il a été également président du conseil d'administration de Camraï, réseau ferroviaire géré au Cameroun par le groupe Bolloré. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, lui, il est en déplacement à l'étranger. Il est arrivé à Marrakech au Maroc pour prendre part à une grande conférence. Les réflexions portent sur la gouvernance mondiale. Les questions géopolitiques, économiques et environnementales seront évoquées. Et la Côte d'Ivoire est à sa deuxième participation après celle de 2018 tenue à Rabat, toujours au Maroc. Herman Guivet est notre envoyé spécial. Royaume du Maroc, Marrakech, centre de conférence Four Seasons. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est accueilli par Thierry de Montbrial, initiateur de la World Policy Conference, la conférence sur la politique mondiale. Les deux personnalités se connaissent bien. Au menu de cette journée, des audiences pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly avant l'ouverture officielle de la conférence. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly vient donc d'arriver ici à Marrakech pour prendre part à cette 12e édition de la World Policy Conference. Entendez la conférence sur les politiques mondiales. Une conférence lancée en 2008 par Thierry de Montbrial qui se donne pour objectif de promouvoir un monde plus prospère, plus juste, plus ouvert. Le chef du gouvernement ivoirien maîtrise très bien les sujets qui sont abordés au cours de cette conférence. Lui qui en 2018 s'exprimait à cette tribune. Amadou Gon Coulibaly prendra donc demain, samedi, la parole pour présenter sa vision et ses perspectives sur les différentes thématiques qui lui seront présentées et qui seront abordées au cours de cette conférence. Que nous retrouverons donc dans nos prochains journaux pour d'autres détails sur cette rencontre à Rabat.
à Marrakech. Ici, en Côte d'Ivoire, les députés membres de la commission Recherche, Sciences, Technologies et Environnement réunis ont adopté le projet de loi portant institution d'un dispositif de contrôle des flux de communication électronique des entreprises de télécommunications. Il comporte un article unique qui devrait permettre de disposer de données fiables pour la maîtrise du chiffre d'affaires des entreprises du secteur. On en sait plus avec Rascando. Le ministre de l'économie numérique et de la Poste, face aux députés de la commission Recherche, Sciences, Technologies et Environnement. Mamadou Sanogo a présenté ce jeudi le projet de loi portant institution d'un dispositif de contrôle des flux de communication électronique des entreprises de télécommunications. Chaque jour, on parle d'avancées dans ce secteur. Alors, aucune administration fiscale ne peut suivre un tel secteur si les outils de contrôle ne sont pas eux-mêmes digitalisés. Ces équipements techniques permettront de retracer toutes les transactions, que ce soit des transactions au sein même du réseau de l'opérateur, des transactions avec des partenaires, des opérateurs concurrents, des transactions à l'international et quelle que soit aussi la nature des transactions, qu'elles soient liées aux data, qu'elles soient liées à la voix. Donc, toutes ces opérations seront tracées, chiffrées au mois, de sorte à permettre aux régulateurs, que l'ATCI, certifié ou d'aider le certificateur légal, qui est certainement le commissaire aux comptes de ces grands groupes, de dire oui, les chiffres qu'ils annoncent sont des vrais chiffres. Après 2 heures d'échange, le projet a été adopté à l'unanimité par les 27 députés présents sur les 40 de la commission. J'étais venu ce matin avec beaucoup d'appréhension parce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, le système fiscal est basé sur la déclaration. On nous a présenté une ratification d'ordonnance qui visait plutôt à aller faire un contrôle a posteriori. Mais j'avoue que le ministre a su dissiper toutes mes inquiétudes. Ce qui nous rassure, c'est que le contrôle va permettre de protéger le secret professionnel. Nous utilisons beaucoup WhatsApp, le Facebook et autres, mais tout cela sera de nature à garantir la confidentialité des communications au niveau des populations. Selon le ministre Mamadou Sanogo, le secteur des télécommunications génère 1 032 milliards de francs CFA par an. Plusieurs pays expérimentent déjà ce projet, entre autres le Sénégal, la Tanzanie, le Ghana et le Rwanda. C'est un autre sujet qui intéresse les députés, tout comme le gouvernement. Il s'agit de l'apatridie. L'État ivoirien s'attelle à y mettre fin. Par ailleurs, des actions sont menées pour favoriser le retour volontaire des réfugiés ivoiriens et des efforts soutenus par le ICR et le Comité international des sociétés de Croix-Rouge. Ces organisations l'ont relevé, ils soutiennent la Côte d'Ivoire et l'ont donc relevé à Genève en Suisse. Et c'était en présence du ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano. Le récit est signé Gabriel Zani. 60 pays ont évalué les mesures de la lutte contre l'apatridie à Genève en Suisse, un engagement pour réduire de façon remarquable le fléau qui touche plusieurs États. Ce débat de haut niveau a été la tribune pour le ministre des Affaires étrangères d'exposer sur les stratégies de lutte contre l'apatridie en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien a mené un ensemble d'actions, à savoir la mise en œuvre d'une procédure spéciale de déclaration à l'état civil pour les élèves du primaire démunis d'extrait d'acte de naissance, donc à risque d'apatridie sur le long terme, qui s'est soldée par un excellent résultat de 630 000 actes de naissance délivrés. Le lancement d'une étude qualitative et quantitative sur la population cible des apatrides et personnes à risque d'apatridie en vue de l'élaboration d'une stratégie adaptée. Les initiatives ivoiriennes en la matière ont conduit en 2014 à l'adoption de la déclaration d'Abidjan par des États membres de la CEDEAO. Un plan national pour l'éradication de l'apatridie est en préparation. L'autre point des assises de Genève, le statut de réfugié. Selon le ministre des Affaires étrangères, le pays continue le rapatriement volontaire et la réinsertion des réfugiés avec l'appui du ICR. À ce jour, 278 000 réfugiés sur les 300 000 recensés ont regagné le pays. Nous avons souhaité que les camps de réfugiés dans les pays limitrophes qui ont bien voulu accueillir
nos ressortissants soit fermée. Parce qu'il n'y a plus aucune raison qui justifie que des réfugiés ivoiriens soient résidents dans des pays limitrophes. La situation en Côte d'Ivoire est totalement normale. Le président a pris un certain nombre de dispositions, notamment l'amnistie. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés apprécie l'effort du gouvernement ivoirien. Je voudrais, Monsieur le ministre, particulièrement vous remercier. Et votre appel pour une collaboration régionale et avec l'appui du HCR, bien sûr, pour qu'on arrive à une solution définitive de ce problème est bien entendu. En marge de la 70e session du comité exécutif du programme du haut-commissaire, Marcel Amontano a fait des rencontres déterminantes. Il s'est entretenu avec le président du comité international de la Croix-Rouge. La Côte d'Ivoire abrite la 4e la plus grande base mondiale du CICR, le comité international de la Croix-Rouge. Et les lignes bougent aussi dans le secteur agricole ici en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a lancé les travaux de réhabilitation du barrage hydro-agricole de Solomougou. C'est dans le département de Dikodougou, dans le nord ivoirien. Et ce projet, qui constitue un véritable renouveau agricole, selon le ministre Kwasi Agumani, devrait permettre une production de 11 000 tonnes de vivriers et générer plus de 1 000 emplois. Ami Sissoko. Construit en 1974 par l'ex-Soderi, le barrage hydro-agricole de Solomougou dans le Poro, réhabilité pour la toute première fois, soit 45 ans plus tard. Des travaux sont lancés ici par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Agumani Kwasi Kobena, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Solomougou, dans la sous-préfecture de Guembé. Ces travaux vont renforcer le potentiel des cultures vivrières comme le riz, le maïs et les légumes et améliorer la maîtrise de l'eau. Nous allons passer en aval à 810 hectares précisément, puisque actuellement c'est seulement 200 hectares qui peuvent être utilisés par les producteurs. Donc c'est donc un changement important qui va permettre aux producteurs de pouvoir déjà produire sur 2 cycles. Aujourd'hui, ils ne produisent que sur un seul cycle. Donc dans l'année, ils pourront produire 2 fois. La réhabilitation du barrage hydro-agricole de Solomougou s'inscrit dans le cadre du programme filière agricole durable de Côte d'Ivoire, FATSI, un programme financé par la France à travers le contrat de développement et de désendettement C2D à plus de 58 milliards de francs CFA, dont plus de 18 milliards pour le projet de Solomougou. Les travaux vont permettre une augmentation de la capacité en eau du barrage de 15 millions à 18 millions de mètres cubes. Nous sommes ici pour rendre hommage au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et au Premier ministre, qui ont décidé de ne pas faire mourir ce joyau que vous voyez. Ce sont plus de 1000 emplois qui vont être créés. Et nous envisageons de produire ici plus de 11 000 tonnes de produits par an et je crois que cela est salutaire pour notre pays. L'aménagement du barrage de Solomougou vise à renforcer durablement la sécurité alimentaire dans le Poro. Les travaux vont durer 30 mois. Et toujours dans le domaine de l'agriculture, la coopération ivoiro-ghanienne, précisément dans le secteur du cacao, est dynamique. Les experts des 2 pays viennent de se réunir. Leur objectif est de tirer le maximum du secteur au profit des producteurs de la Côte d'Ivoire et du Ghana, les 2 plus grands producteurs du cacao au monde. Ils vont donc réexaminer les programmes de durabilité et de certification comme souhaité par les chocolatiers. Noël Nyagno. Commercialisation du cacao à l'international. La coopération Ghana-Côte d'Ivoire pour faire front à la vélocité du marché fait son chemin. Les experts des 2 poids lourds du marché, 60% de l'offre mondiale, ont examiné sur 2 jours le mécanisme du prix plancher décidé à la suite des rencontres de juin et juillet 2019 et respectivement à Accra et à Abidjan. Ce mécanisme intègre le différentiel du revenu décent. Le différentiel du revenu décent vise l'amélioration des revenus de tous les producteurs de cacao sans exception, tandis que les programmes de durabilité et de certification mis en œuvre par les chocolatiers ne touchent qu'une minorité de ces producteurs. Vous avez dit durabilité et certification.
Le Conseil Café Cacao et le Ghana Cocoa Board ont intégré cette donne conformément aux vœux des chocolatiers. Mieux, une rencontre a été initiée à cet effet les 10 et 11 septembre ici à Abidjan. Le comité des experts a réexaminé la question de la durabilité et de la certification pour le rendez-vous de Berlin des 20 et 21 octobre prochains. Une ferme décision sur la poursuite ou l'arrêt de tous les programmes de durabilité et de certification dès la campagne 2019-2020 sera communiquée aux parties prenantes par les instances dirigeantes du Conseil du Café Cacao et du Ghana Cocoa Board lors de la réunion de partenariat de la Fondation mondiale du cacao à Berlin. Un match en perspective dont l'issue sera déterminante pour le mécanisme intégrant le différentiel du revenu décent de $400 la tonne, soit 200 000 francs CFA de plus sur la tonne. Choose Africa, savez-vous ce que c'est? Eh bien, c'est un programme porté par l'AFD, l'Agence française de développement, pour contribuer à l'accélération et au développement des PME et des start-up. Il a été créé par l'État français pour accompagner cette catégorie d'entreprises afin d'accroître leur potentiel de croissance. Et ce programme a été vulgarisé ce jeudi à Abidjan, à la résidence de l'ambassadeur de France, Lansine Bakayoko. Les petites et moyennes entreprises, tout comme les start-up, jouent un rôle déterminant dans la création d'emplois et l'innovation. Pourtant, cet important vecteur de croissance économique peine à se déployer en Afrique. Les PME ivoiriennes font essentiellement face à des problématiques de capacité managériale et technologique, d'accès au marché, des dispositions d'outils d'aide à la prise de décision, ou souvent des climats d'affaires, de réglementation qui ne sont pas soit bien à leur faveur ou ne sont pas très bien explicites. Mais le manque de financement adapté reste l'obstacle majeur qui freine l'ambition des entrepreneurs et bride le potentiel de leurs entreprises. Aujourd'hui, seuls 15% des PME ivoiriennes ont accès aux prêts bancaires et 90% des start-up n'ont accès à aucun financement. Le projet Choose Africa va donc mobiliser l'ensemble des outils de l'Agence française de développement. On a des outils qui sont des prises de participation. On a aussi des mécanismes de quasi-fonds propres en fait. Donc ça, c'est des fonds de type prêt d'honneur ou garantie qui vont permettre en fait à des banques de prêter à des entrepreneurs avec moins de risques. Et on peut aussi financer plutôt au stade de PME, quand c'est du capital développement, ou au stade de PME, en direct en equity, donc en prenant des participations dans les entreprises, ou alors en leur octroyant des prêts en direct. Au total, ce sont près de 10 000 petites et moyennes entreprises africaines qui bénéficieront de Choose Africa, dont 600 via des prises de participation. Il y a tout un programme de sélection d'entrepreneurs ivoiriens et on va d'ailleurs sélectionner 3 entrepreneurs à l'issue d'un concours de pitch qui vont pouvoir être participants d'un séminaire d'accompagnement qui aura lieu à Marseille en décembre. Toutes ces actions d'appui sont bien accueillies par les opérateurs économiques ivoiriens, soucieux de développer un environnement favorable à l'éclosion de l'entrepreneuriat et aux PME. Ce que font l'AFD et Proparco permettra de voir clair dans les rôles et les objectifs de chacune des composantes de l'écosystème entrepreneurial et à partir de là, des initiatives de mise en ordre, de réglementation, de textes adaptés à notre activité pourront voir le jour. Pour les PME et start-up, l'initiative Choose Africa, c'est environ 2 000 milliards de francs CFA à débloquer d'ici 2022. Et on évoque aussi le développement des villes dans ce 20 heures. Après des missions de prospection en France, le ministère de la Ville a reçu une délégation de Business France. Des chefs d'entreprise venus donc de la France sont allés échanger avec les responsables du ministère de la Ville pour parler des programmes de ville durable. Une séance de travail qui a permis d'élaborer une feuille de route pour les investissements, comme nous l'explique Mamadou Kwasi. Une délégation de Business France au ministère de la Ville. Ces chefs d'entreprise françaises sont en prospection en Côte d'Ivoire, issus de plusieurs secteurs d'activité, notamment les énergies renouvelables, le foncier et la mobilité urbaine. Ces hommes d'affaires veulent proposer leur expertise dans le domaine du développement durable, et ce, à travers une démarche dénommée Rencontre acheteurs de villes durables. C'est une expertise française, connue, reconnue, mais qui doit s'asseoir sur, je dirais, une adaptabilité de la situation, une compréhension de l'environnement,
que notre partenaire ivoirien, qui est le ministère de la Ville, peut nous donner, peut nous fournir dans une, je dirais vraiment dans une stratégie visionnaire de l'avenir à court, moyen et long terme. Le directeur des cabinets du ministère de la Ville s'est réjoui de la présence de cette délégation Côte d'Ivoire après plusieurs rencontres tenues à Paris, dans la capitale française. Des rencontres qui ont permis au ministère de la Ville de présenter des projets de développement des villes ivoiriennes. Le ministère de la Ville entend donner en tout cas à nos populations une réponse, ainsi que l'a voulu le chef de l'État, une réponse durable aux questions que pose aujourd'hui la grande urbanisation, la forte urbanisation de notre pays. Faire en sorte que tout ce qui est préconisé au sein des ministères techniques soit mis en musique et que nous puissions nous poser en agrégateur de toutes les actions qui concourent au mieux-être de nos populations. Cette phase de concrétisation permet à ces chefs d'entreprise de France de toucher du doigt les réalités ivoiriennes. Des visites de terrain sont prévues dans plusieurs communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays. Au chapitre défense de cette édition, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale est en tournée dans l'ouest ivoirien. Une tournée qui fait suite à l'attaque de la brigade de gendarmerie de Guiglo, survenue, vous vous souvenez, dans la nuit du 24 au 25 septembre dernier par des individus armés. Il est donc allé échanger avec ces hommes et ceux du bataillon de sécurisation de l'ouest afin de les rassurer, surtout les encourager à mener à bien leur mission. On retrouve Mamadou Kwasi. Brigade de gendarmerie d'Issia, dans la région du Haut-Sassandra. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale échange avec ses hommes sur des questions de sécurisation. Cette rencontre a constitué la première étape de cette tournée effectuée dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Une tournée qui fait suite à l'attaque perpétrée contre la brigade de gendarmerie de la ville de Guiglo, dans la nuit du 24 au 25 septembre dernier. Le général de brigade Alexandre Apalo Touré s'est rendu par la suite à Diokoué, Guiglo, Man, Soubré, Gagnoua et Tiasalé. À chacune de ces étapes, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a demandé à ses hommes de redoubler de vigilance avant de donner des directives pour le renforcement de la sécurité dans les différentes unités et casernes. Il a également instruit les gendarmes à une bonne collaboration avec les autres forces, mais aussi avec la population. En plus des brigades de gendarmerie, le général Alexandre Apalo Touré s'est rendu dans les casernes et unités de police, notamment le bataillon de sécurisation de l'Ouest, Besso Aman, et la préfecture de police de Mans. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a exhorté l'ensemble des forces de défense et de sécurité à la cohésion, à la solidarité et surtout à une bonne collaboration pour une meilleure synergie d'action sur le terrain. Ce contact direct et permanent du général Apalo Touré avec ses hommes est bien apprécié par ces éléments qui ont promis d'exécuter leur mission avec dévouement et professionnalisme. Et c'est dans ce contexte de sécurisation de la Côte d'Ivoire que nous prenons maintenant la direction de Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, où sont réunis les coordonnateurs régionaux et associés du RHDP. Ce conclave auquel prennent part plus de 300 participants vise à définir une feuille de route et mettre les coordonnateurs en mission pour une meilleure implantation du parti, comme nous le dit Kader Sogodoro. Plus de 300 coordonnateurs régionaux et associés du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, se retrouvent pour la toute première fois ensemble à Yamoussoukro, sur les terres natales de feu le président Félix Houphouët-Boigny, pour participer à un séminaire dont l'objectif est de rendre plus fort le RHDP. Pour cette cérémonie d'ouverture, le directeur exécutif du RHDP rappelle les attentes de ce séminaire. Que nos populations comprennent que le RHDP est donc une chance, que la meilleure alternative crédible, c'est encore le RHDP, que les acteurs du RHDP sont les leaders régionaux dont ils ont besoin, parce qu'il ne s'agit pas seulement de préparer que la présidentielle, mais c'est surtout aussi qu'au-delà de la présidentielle, nous devons rendre forts tous nos élus dans toutes les localités de la Côte d'Ivoire. C'est donc ainsi que nous avons instauré ce que nous avons appelé le e-militant. Le e-militant qui devra permettre à tous les militants, à tous les sympathisants, de pouvoir s'inscrire en ligne dès lors qu'ils se reconnaissent en tant que RHDP. Au nombre des participants, une vingtaine de ministres, 153 députés, 79 sénateurs, des maires et des présidents de conseils régionaux, fin des travaux dans 48 heures.
Et pendant ce temps, le handball se prépare à accueillir le président de la République pour une visite d'État. Il est attendu dans la région du 27 au 30 novembre prochain et les populations s'impatientent de le recevoir pour évoquer bien sûr leurs préoccupations. L'annonce de cet événement a été faite par le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, Sidiki Diakité, aux élus et cadres du handball. Explication à Boussanogo. Le président de la République, Alassane Ouattara, effectuera sa 29e visite d'État dans la région du handball au centre-nord du pays du 27 au 30 novembre prochain. L'annonce officielle a été faite au cadre, élus et population du handball, par le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, Sidiki Diakité, dans la salle Félix Houphouët-Boigny du district d'Abidjan, archi-comble. Cette visite constituera donc de ce fait une excellente opportunité de renforcer l'esprit d'union, d'unité et de fraternité entre tous les enfants de la région et partant du pays autour des valeurs de la République. Le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation a décliné les grandes lignes de cette visite. Les élus, cadres et populations du handball attendent cette visite. Il s'engage à tout mettre en œuvre pour qu'elle connaisse un succès. Nous prenons l'engagement dès maintenant pour que toutes les filles et tous les fils du handball, la main dans la main, fassent en sorte que cette visite-là soit la meilleure qu'on ait vue depuis fort longtemps. C'est avec joie que nous allons accueillir notre frère, notre fils, notre papa, le président Alassane Ouattara, parce qu'on sait que c'est un apport de développement et notre région a amorcé son développement avec le président de la République. On est plus que content parce que les populations du handball attendaient ça. Ça sera une visite inoubliable. Katiola, Dabakala et Niakaramadougou, les trois grands départements du handball, entendent réserver au président de la République Alassane Ouattara un accueil historique. Attention, nous sommes en pleine saison pluvieuse et l'alerte orange est activée. Une famille malheureusement a été décimée par la foudre pendant la pluie de ce jour. Il s'agit d'une mère de 30 ans, son époux de 45 ans et leur enfant de 3 ans ont trouvé la mort dans leur maison frappée par la foudre pendant la pluie. Et également à Bobo, et plus précisément dans le quartier de Bokabo, le mur d'une maison située dans un bas-fond s'est écroulé sur une jeune dame de 19 ans et son bébé de 2 ans qui ont été tués sur le coup, ce qui porte ce triste bilan de la pluie de ce jour à 5 morts. Également à l'intérieur du pays, à Mans précisément, les eaux ont emporté une fillette selon notre correspondante Eve Boué que nous retrouverons dans nos prochains journaux. Vigilance orange donc activée pendant 3 jours. Prudence à toutes et à tous en cette période pluvieuse. La deuxième édition des rencontres des KIDP qui signifie Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics a eu lieu et le thème a porté sur l'accès à l'information et bonne gouvernance. Le but est de revisiter l'accès à l'information comme instrument de la bonne gouvernance. On retrouve notre reporter Patricia Mouitia pour les explications. Échange interactif entre les participants et le conférencier. Ouagaoubou a présenté la définition de l'information ou du document d'intérêt public, les modalités d'accès et l'attitude de l'administration ou de l'organisme saisi face à la requête. L'accès à l'information apparaît comme un outil extrêmement important dans le développement de la bonne gouvernance et tout plus particulièrement dans son aspect de lutte contre la corruption. Rejet tacite, partiel ou formel peuvent être les suites réservées à toute requête dans un délai de 30 jours, à l'exception des journalistes et chercheurs pour qui la loi dispose d'un délai de 15 jours à partir du dépôt de la requête. L'État, comme le dit la loi, a l'obligation de favoriser l'accès des informations d'intérêt public et les documents publics aux populations, aux usagers. Donc c'est pour eux un droit. De 2016 à 2019, 237 saisines ont été traitées, 17 décisions rendues et 220 requêtes ont été satisfaites. Cette tribune ne doit pas être perçue comme un espace de discussion de plus ou de trop.
Son objectif est de devenir une lucarne, une opportunité qui permette à tous de saisir l'essence de l'accès à l'information, qui est de rapprocher deux partenaires, l'État et les citoyens. Les rencontres de la KIDP se veulent être un cadre d'échange interactif et d'apprentissage mutuel et ambitionnent également de contribuer à la promotion de la bonne gouvernance et de la démocratie participative par un accès équitable et juste des citoyens aux informations et documents publics. Je vous propose de terminer ce tour de l'actualité par le prix Nobel de la paix 2019 qui est connu. Le jury réuni à Oslo, en Norvège, a porté son choix. C'est le Premier ministre éthiopien, Ahmed Abiy. Il a été désigné pour ses efforts en faveur de la paix et de la coopération internationale et bien plus pour son rôle joué dans la réconciliation de son pays avec l'Érythrée. Il succède donc à la militante yézidi Nadia Mourad et au gynécologue congolais Denis Mukwege, récompensés l'année dernière pour leur combat contre les violences sexuelles. Le nouveau Nobel de la paix a décerné son prix à l'Afrique. Il a appelé chacun à continuer à se ranger du côté de la paix. Et moi, je vous souhaite la paix partout où vous vous trouvez. On se retrouve avec le même plaisir demain à 20h.